bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, les lundis à 21h. Ce soir, on va accueillir un militant, un grand militant, mais aussi un coach pour le développement personnel. Mais on va parler de son parcours, de son travail aussi sur l'unité africaine, et qui fait un gros boulot. Baba Dème, bonsoir. Bonsoir et merci à Clé pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là. En fait. Mais on ne pouvait pas ne pas vous inviter, Baba. Je vous ai suivi dans des conférences, je connais votre combat, donc c'est moi qui suis honoré de votre présence. Ah, c'est partagé, c'est partagé. Alors, qui est Baba Dème? Baba Dème... T'es né où? En fait, moi, j'ai grandi dans plusieurs pays. Plusieurs pays. Je suis né à Dakar. Mais j'ai pas grandi au Sénégal, donc j'ai pas grandi... De parents sénégalais, Baba, tu es? Mes parents sont sénégalais, ma mère est sénégalaise, mon père est sénégalais. D'où de quelle région? Casamance? Alors, ma mère de Casamance, Kolda, et mon père, lui, il était de Kaolack, donc vers le centre du Sénégal. Du Sénégal. En fait, à mi-chemin entre la Tambacounda et oui, Dakar. Tambacounda, c'est un peu plus loin. Oui, mais c'est un peu effectivement. Et Dakar, c'est exactement. plus proche de Dakar quand même. Exactement. Et ce qui est curieux, c'est que pendant mon enfance, on a eu la chance d'avoir... Bon, mon père était diplomate. Donc, le premier pays qu'on a fait, la première langue qu'on a appris, c'était le japonais. On était au Japon, on a grandi là-bas. Et je me rappelle toujours, entre mes frères, on se parlait en japonais. Et jusqu'au jour où on fréquentait le lycée, l'école française, l'école franco-japonaise de Tokyo. Mais on avait grandi là-bas avec cette culture. Et les souvenirs que j'ai, c'est par rapport au judo, au karaté par exemple. On ne l'enseignait pas pour faire du sport, mais c'était une discipline. Pour juste savoir, alors que nous, on regardait à la télé les dessins animés, on voulait voler et tout ça. Alors que là-bas, c'était plus la théorie. Ils étaient là, écoutez, pour vous défendre. C'était que de la théorie. Alors qu'on voulait combattre et tout ça. Et on a compris qu'en fait, c'était le sport. Et du coup, en quittant le Japon, j'ai deux frères qui sont nés d'ailleurs au Japon là-bas. Et donc, dès qu'on voit leur pièce d'identité, on voit né à Tokyo. Tu es né à Tokyo, toi? C'est toujours... c'est bizarre. C'est toujours bizarre, mais c'est la première langue que j'ai apprise, avec le français, bien sûr. Et en quittant le Japon, on est allé au Canada. Et du coup, c'est là-bas où mon père nous entendait parler japonais. Il nous a dit, c'est terminé. Je ne veux plus entendre parler de japonais ici. Soit vous parlez à l'anglais, vous vous mettez à l'anglais, mais vous arrêtez le japonais. Et on a perdu comme ça le japonais. On a quelques bribes quand même, mais on a perdu comme ça le japonais. Ah oui, quand on est petit, ça va vite. Hein. Voilà, ça va très vite. Et du Japon, on a été aux États-Unis. C'était à New York. Toujours à l'école française, là-bas c'était le lycée français de New York, ça s'appelle, pas loin de Central Park. Et donc de là-bas après, c'est de là-bas qu'on, pour la première fois, on a découvert l'Afrique. C'est là où on est venu au Sénégal. Et ce qui était curieux, on avait vers les 11-12 ans à peu près. Et ce qui est curieux, c'est que quand on est arrivé au Sénégal, les premières impressions qu'on a eues, on s'est dit waouh. Il y a la route, il y a les feux rouges, il y a des ascenseurs. On s'est dit, mais ce pays est développé en fait. Et c'est ça qui est dommage, c'est que ce soit au Japon, Canada, États-Unis, l'image qu'on nous envoyait de l'Afrique, c'était le safari ou les villages en fait. Donc ça a été un choc pour nous de se dire, mais... Là-bas, on nous parlait de désert, de safari, de brousse. De brousse, beaucoup de brousse. Et même, on lisait les Tintins. C'était Tintin lions. au Congo, Tintin... Ouais. C'est ça. Les lions qui vont te dévorer devant la case, c'était ça un peu les images. C'était très cliché. Et c'était très cliché. Et nous, on arrive là-bas, on s'est dit, mais c'est pas possible. C'est ça l'Afrique, en fait. Et il y a eu une chose aussi qui m'avait marqué, c'est que quand on quittait le Canada, on avait nos amis canadiens, donc il y avait quand même des Haïtiens, donc des Haïtiens noirs, oui. Il y avait quand même d'une colonie noire, mais il y a un qui nous a dit, c'est dommage que vous êtes africains. On dit, mais pourquoi ça? Il dit, c'est parce que vous êtes africains que vous nous quittez. En fait, c'était pas du racisme, parce qu'il voulait que nous on reste, mais ça m'avait fait un peu... j'avais pas compris son message, mais on a eu la chance d'avoir une maman et un père que là où on était, c'était la fierté. Le drapeau sénégalais était là.
On mangeait à la maison les tchèpes et tout ça, les plats, et elle nous parlait un peu de tout Tchèp, ça. yassa, Tout, mafé. mafé, c'est excellent, mafé. C'est extraordinaire. Le mafé, et moi j'adore le peanut butter. Donc, Ah oui, c'est pas dans le mafé. Voilà, c'est exactement ça. Et en allant au Sénégal, par exemple, les gens nous disaient, nous donnaient du pain, mais ils ne pensaient pas qu'on pouvait connaître le mafé et tout ça. Or, nos parents nous ont toujours gardé cette culture d'être fiers d'être sénégalais, Cette africains. sauce avec quand le gombo il lâche un peu, que c'est un peu. Soupou kanja. Soupou kanja, c'est Ouais, hein? c'est Hein? ça. Alors j'ai eu la chance moi d'apprécier la cuisine sénégalaise parce que, bon, paix à son âme, il y avait Jules Bocandé, il y avait Boucher, tu te rappelles, qui jouait dans l'équipe nationale mais qui était en France, qui était à Roger Vierzon. Mendy. Roger Mendy, il y avait beaucoup de basketteurs sénégalais Oui, tout à et fait. qui étaient aussi sur Logne, le Torcy, tout ça. D'accord. Et donc c'était des amis à moi, donc je participais au repas et c'était le moment de partage, tu sais, on mettait le tchèp au truc Oui, et chacun faisait sa truc et c'est aussi ça l'Afrique. Mais c'est la culture africaine, Le partage, la solidarité, la convivialité. Mais c'est ça, et nous, on a ça en nous. L'Afrique, c'est et partout, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique. Nous sommes le seul continent où, quand on arrive à midi chez quelqu'un, on ne nous dit pas de vous asseoir en attendant qu'on mange. On vous fait de la place, on vous dit tenez la cuillère, vous mangez. Ça. Et ça même, on le voit un peu aussi au niveau de l'Amérique du Sud, par Il y a exemple. toujours assez. Toujours Chez assez. l'Africain, même s'il n'y a pas, il y a pour l'invité. Ah oui, et puis l'invité est le mieux Servi. Le mieux servi. Par exemple, on nous empêchait de prendre la viande parce que l'invité était là. Mais ça a toujours été ça, l'Afrique. Nos voisins, on se connaît. L'autre. Penser à l'autre. Uniquement ça. Et même dans notre façon de parler, on a toujours le mot paix. Que ce soit dans les langues jam en Wolof ou jam ak salam, c'est toujours ça, la paix. La première chose qu'on nous dit, c'est la paix. Oui, salam, c'est la paix que soit sur toi. Quand on dit la paix soit sur toi à tout le monde, c'est même dans le truc, c'est la paix soit sur toi, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. On a une culture tellement riche que c'est dommage qu'on importe maintenant, à partir des réseaux sociaux, une culture occidentale qui veut devenir comme la nôtre et nous, on veut devenir comme... On inverse les rôles, on inverse les rôles alors qu'il n'y a rien de mieux que le partage et cet esprit de communauté en tout cas. Donc Baba Diame, tu as fait quoi comme étude alors? Parce que tu es devenu coach personnel. Avant de parler de ton combat pour l'unité africaine et ce qui te tient à cœur d'hériter de tes parents, oui. C'est quoi les études de Baba Diame? Parce que tu es quand même coach au développement personnel, tu fais des conférences, t'es pas... Et c'est ça qui est curieux, c'est que le parcours du développement personnel, je n'étais pas amené à faire du développement personnel. Moi, j'ai fait des études d'économie Sciences Éco. Sciences Éco, c'était à Villetaneuse que j'ai fait ça. J'ai eu un DEA en économie industrielle. Donc, c'était vraiment de l'économie, sciences, des statistiques. Et le développement personnel, c'est venu d'un voyage et d'un parcours en fait. Ce que les gens ne savent pas maintenant, parce que maintenant ils me voient un peu plus dans des conférences, c'est que j'avais une personnalité très très réservée, très timide, d'une timidité maladive, et aller vers l'autre c'était compliqué. Parler en public c'était compliqué pour moi. Et il a fallu un accident de parcours, de vie. C'est ça qui est dommage dans la vie. Hein. C'est quand on est au fond du trou qu'on commence à réagir, à se relever. Et j'étais en Irlande à ce moment-là et c'est là où je découvre un livre. En lisant un livre dans une bibliothèque, et je me suis dit, tiens, cette personne qui a écrit ce livre, sa situation est pire que la mienne et moi je me plains de quoi? Et du coup j'ai commencé à me relever, lire. C'était l'époque des subprimes, là où l'Irlande avait fait faillite parce que voilà, donc les emplois se perdaient, on se retrouvait dans la rue complètement. Et du coup, c'est comme ça que je commençais à écouter. C'était l'époque aussi de Barack Obama, qui commençait à devenir en 2008 président, qui faisait campagne. Et c'est ça qui est curieux, c'est que quand tu quittes la France, tu vas dans les pays anglo-saxons, les pays anglo-saxons te font comprendre que ton destin, c'est toi qui l'as. Et du coup, c'est comme ça que je m'y suis mis, j'ai lu et je le faisais pour moi en fait. C'était plus une thérapie pour moi, le développement personnel. Et c'est en venant en France, il y a des gens qui m'ont vu, qui m'ont dit « mais toi tu as changé, on entend le son de ta voix maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Et du coup, j'ai changé, je partageais, je disais dès que tu avais un objectif, écris-le et essaye, passe. C'est ce que je disais aux gens. On ne garantit pas la réussite quelque part.
mais au moins faites. Et si vous faites, vous le saurez. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et moi, c'était personnellement une thérapie. C'était une thérapie pour moi. Et en même temps, j'allais dans des conférences parce que dans cette thérapie, on me disait va dans le public. Quand tu es dans le public, bon, c'est même un conseil que je donne aux gens qui seraient timides, réservés, qui nous regardent. On dit allez dans le public lors d'une conférence. Et à la fin de la conférence, il y a toujours des questions-réponses. Donc le micro circule. Et la première étape, c'est d'être parmi les troisièmes ou quatrièmes, parce que être premier à poser une question, c'est difficile. C'est très difficile, tous les regards seront là. Et du coup, d'essayer de prendre le micro à la troisième fois, par exemple. Du coup, et on peut dire n'importe quoi. La question n'est jamais stupide, en fait. Et du coup, ça permet de se dire, une fois qu'on a pris le micro, après que des gens viennent, pas mal votre question, le fait de rentrer chez soi, on se dit, mais finalement, ce n'était pas si difficile que ça. Et donc, on continuait comme ça. Et après, l'autre étape, c'était d'essayer de prendre le micro en premier. Et la technique de prendre le micro en premier, c'est qu'il y a toujours un temps entre le moment où on dit, nous allons passer le micro au public, qui se lance. Quand on dit qui se lance, il y a toujours un laps de temps où avant que la première personne lève le doigt, donc il faut juste lever le doigt avant même qu'on pose la question. Donc on se fait remarquer, on pose la question, mais c'est surtout la gestion du stress à ce moment-là. Et après passer ça, l'autre étape c'était de devenir intervenant dans une conférence, mais de ne pas être seul et de passer peut-être en troisième position. Et donc j'ai fait ça. Et c'est Awadem que je salue, c'est elle qui était présidente de l'association des diplômés étudiants maliens, qui organisait une journée des étudiants, une journée étudiants internationale, et elle m'avait mis sur les intervenants. Ouais. Et là, je commençais à paniquer. Je me suis dit, oula, développement personnel chez les étudiants en plus, et c'est des étudiants africains qui sont très critiques à la base, comment ça va se passer. Et moi, j'avais une technique, c'est que en passant à la fin, je disais, bon, vu que le temps est presque passé, on a été en retard, pour faire gagner du temps, et vu que toutes les personnes qui sont passées, c'est à peu près les mêmes choses que j'allais dire, on pourrait me rencontrer lors du cocktail. Et là, Awa m'a fait, non, on te donne tes 20 minutes, tu vas parler. Et du coup, quand j'ai parlé, les gens ils ont dit, waouh, mais on voudrait ça parce qu'on en a besoin, nous. Et le message, c'est surtout la fierté, en fait, surtout pour les étudiants africains, ce complexe qu'on a pour accepter des sous-boulots, en fait, parce que on va accepter des boulots, on mérite d'être, par exemple, directeur ou manager d'un poste, mais parce qu'on est étranger, vous allez accepter le poste d'en dessous, quoi, ou N-1, N-2, N-3, voilà, c'est ça, oui. Et en plus, le souci, c'est qu'on regarde aussi le salaire et on le transforme en francs CFA, par exemple. Et le poste de N-2, là-bas, ça fait beaucoup. Et on va dire, ces personnes acceptent. Et moi, je leur disais, vous faites des études au même niveau que les personnes là, et encore pire, vous passez l'hiver, vous allez travailler. Eux, ils ont des facilités et vous allez accepter au même niveau de diplôme. D'être moins bien traité. Après, les excuses qu'on nous donne, la France est un pays de discrimination, donc on peut se contenter de ce qu'on a. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut. On a toujours ce qu'on peut se battre pour avoir, il faut se battre, non? Il faut se battre toujours, et il y a toujours une personne qui ouvre la voie. Je parle des exemples des Africains. Dès qu'on rencontre par exemple un recruteur, un directeur d'une entreprise qui a recruté une fois un Africain et que cet Africain fait le beau boulot, mais ça ouvre la voie aux autres. Et ça a toujours été comme ça l'histoire même des chanteurs blacks, les chanteurs, les immigrés par exemple. C'est toujours une personne, je vois par exemple Jamel Debbouze par exemple, il a ouvert la voie à plusieurs autres types d'artistes. Oui, c'est vrai, ça, c'est le truc. Voilà. On l'a vu avec des groupes comme Touré Kunda, comme d'autres trucs qui ont ouvert la voie quand même. Hein. Absolument. C'est vrai que ça a ouvert la voie. Avant eux, on n'entendait pas. Il y avait aux États-Unis un peu, mais ça a ouvert la voie.
Après, on a Ismaël Lo avec ses belles chansons, donc Ouais. il y a pas... Je crois qu'il a fait une de la plus belle chanson africaine de tous les temps, je crois, non? Oui, Tadio Bon. Tadio Bon, mais c'est Tadio Bon. peut-être une des plus belles chansons au monde, je crois, non? Oui, et puis ce qui peut se marier dans toutes les cultures. Une guitare, la kora, n'importe quoi, une harmonica. Ouais. Et il y a Youssou N'Dour aussi, qui a... Youssou N'Dour, il est monté au-dessus. Il y avait, puis pour d'autres, puis l'Afrique, l'autre, là on parle de l'Afrique francophone, mais plus bas il y avait Papa Wemba, Oui. Papa Wemba là, au Congo qui a quand même ouvert la voie. C'était parce qu'à l'époque c'est des artistes qui ont quand même ouvert des voies. Absolument. On parle Youssou N'Dour c'est une star maintenant, mais avant Youssou N'Dour il y avait Tourou Kondo, il y a quand même eu des gens qui ont ouvert un peu la porte. Hein. Et lui il est arrivé aussi, c'est important, non? Mais ce qui est intéressant sur Youssou N'Dour, c'est qu'il s'est fait au pays en fait. C'est ça. Lui, il n'est pas parti. Et ce qui est encore plus extraordinaire en Youssou N'Dour, c'est qu'il ne parlait pas français. C'était un autodidacte. Et d'un coup, on le voit en interview, il parle français. On s'est dit, OK. Et après, quand il y a eu 7 Seconds, il parlait en anglais. On s'est dit, OK. Et il a montré, voilà, il a appris et il a toujours cherché à évoluer. Et donc ça, c'est parfois des exemples. Et ce que je dis souvent aux gens, c'est que c'est dommage qu'on ne voit que le résultat final de certaines personnes, de certaines réussites. Même pour les jeunes de banlieue, leurs références éventuellement sont des rappeurs, ce sont des artistes. Mais même ces artistes, je donne l'exemple de Usain Bolt par exemple. Usain Bolt, on le voit faire le pitre de son show, et on a l'impression que c'est facile. Et pourtant, quand on regarde ses entraînements, il est attaché, il y a des pneus qui sont attachés à ses pieds, il court, il vomit. On ne montre pas en fait le travail dur, même pour certains rappeurs ou artistes, ils sont au studio, ils ne dorment pas. Et pourtant, on ne montre pas ça aux jeunes que il faut travailler dur pour atteindre certaines choses. Mais eux, ils voient parfois la facilité et dès que l'obstacle arrive, il n'y a plus personne. Parler de rappeurs, moi, il y a un rappeur, je voudrais faire un clin d'œil, que j'aime beaucoup au Sénégal, très engagé, Didier Awadi. Oui. Un grand monsieur, pas assez connu à mon sens, mais un grand monsieur et un homme très engagé, toujours prêt à défendre les causes. Et puis, c'est eux-mêmes qui sont les piliers du rap au Sénégal. Et puis, par rapport au texte, c'est les premiers aussi qui voient le panafricanisme. C'est beaucoup de panafricanisme, d'engagement. Il y avait Thomas Sankara, d'ailleurs son studio s'appelle Sankara. Et donc, ce sont ces engagements, ce sont ces textes qui nous font tous comprendre que l'Afrique doit être unie en fait. Et Didier Awadi... C'est pour ça que j'ai parlé de Didier Awadi, parce que c'est vraiment un grand monsieur. Il y a Didier Awadi, ses textes sont extraordinaires et avec lui, on a envie juste de s'unir. Et puis, on comprend que l'unité est plus forte que l'individualisme. Oui. L'Europe le montre, d'autres pays, les États-Unis l'ont montré. Voilà, si on est, à contrario, l'Amérique du Sud démontre que quand ils ne sont pas unis, tout le monde en profite, sauf eux, quoi. Oui, et le problème de l'Afrique, c'est que, comme on dit, c'est la colonisation qui a tracé des petits pays, des petits bouts de pays comme ça. Et on intègre, c'est ça qui est marrant, c'est que quand on dit l'Africain, on dit toujours des choses négatives. Et quand c'est positif, ça va être le Sénégal a montré, le Mali a montré que l'Algérie a montré que dès que c'est positif, ce sont les pays, et dès que c'est négatif, les Africains sont comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as raison quand on dit les Africains, et alors on essaie de différencier l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne par rapport à la couleur de peau, ce qui est en soi un peu oublier les gens qui sont dans le Sahara, parce que c'est des trucs, et quelque part on a l'impression que quand on dit l'Afrique, c'est les mêmes personnes. C'est comme si qu'aujourd'hui on disait un Espagnol et un Suédois, c'est pareil. C'est-à-dire qu'entre les rapports entiers entre un Malien et un Rwandais ou les gens du Congo, d'abord en plus c'est pas la même culture alimentaire, tout ça c'est vrai que c'est une méconnaissance, non Baba? C'est une méconnaissance, mais ça peut traduire aussi des clivages en fait. C'est vrai que moi j'aime bien quand on dit l'Afrique en fait, l'Afrique, parce que quelque part lorsque je quitte par exemple l'Afrique, c'est-à-dire que je peux me retrouver au Pérou par exemple, ou c'était en République dominicaine. Quand je disais par exemple Sénégal, Mali, la personne disait non. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Et quand je disais Africa, ah oui. Et puis tout de suite peut-être ils vont citer un autre pays, Kenya, mais je suis le représentant africain, quel qu'il en soit. Je pourrais dire Sénégal, pour eux je suis africain.
Et même la manière dont on va vous indexer dans la rue ou vous désigner, ça va être ah, c'est l'Africain. Et moi, je fais partie, je suis africain. C'est là où je dis qu'on doit être fier de toutes ces identités. Et peut-être qu'en se rapprochant en Afrique, si je me retrouve par exemple au Cameroun, forcément je vais avoir on va me dire l'Afrique, le Ouest africain. Et j'aurai plus de rapprochement forcément avec des pays ouest africains, mais je reste quand même africain. La Guinée, etc. Voilà, la Guinée. Et après, même quand je me rapproche Mali. du Sénégal, par exemple, on va me dire par rapport aux ethnies. Je suis Peul, par rapport aux Sérères et tout ça. Ouais. Mais ce sont des identités, on est riche de ces identités. Et moi, je préfère que lorsqu'on puisse trouver des points communs, c'est comme on dit maghrébin. C'est ça qui est dommage entre, on va dire, maghrébin et l'africain. Or, c'est vrai que le Maghreb fait partie de l'Afrique. Et ce qui est fou en plus, c'est que dans notre langage, on a tellement de clivages où on nous montre certains clivages. C'est que quand je suis allé en Tunisie, par exemple, et je voyais des Algériens là-bas, je me disais, mais c'est pas possible. Moi, l'image que j'avais en France, c'est qu'un Algérien, un Tunisien, c'était pas possible. Par rapport ou bien même un Marocain, par rapport à ce qui est dit par rapport au football, ou même par rapport juste à leur façon de, pas s'invectiver, mais même de rigoler en disant « Ah non, non, non ». Et moi, pour moi, c'était alors qu'il y avait un tel métissage, et je disais c'est dommage qu'on ne montre pas assez souvent ce métissage, ces couples algériens, marocains par exemple. Marocains, Tunisiens, Maliens, voilà. Sénégalais, ça fait ces trucs. Mais tu sais, c'est ton combat, Babadem, parce que moi, je assisté à une conférence, tu travailles beaucoup sur cette unité africaine. Oui, parce que c'est une anecdote que j'ai. Souvent, moi, j'ai fait de l'économie, en fait, la science éco. Et tout le long de mon parcours en économie, que ce soit le commerce international, quoi que ce soit, la carte de l'Afrique pesait 0% à chaque fois. Et lorsqu'on voulait faire peser peut-être 4%, on le mélangeait avec le Moyen-Orient. En disant que le commerce international se passe entre l'Amérique, l'Europe, l'Asie. Donc Afrique et Moyen-Orient, il n'y a que 3% ou 2%. Donc l'Afrique était toujours 0, 0, 0, 0. Et en économie, on nous dit qu'on peut survivre et devenir une puissance que lorsqu'on est un ensemble, un bloc. Et l'Afrique, on dit que c'est là-bas où il y a toutes ces richesses. Mais on n'est pas un bloc. Et cette unité, c'est vraiment... il y a eu deux choses qui m'ont marqué en Afrique. Il y a eu le génocide au Rwanda. Ça, c'est terrible, ça. Le génocide au Rwanda. Alors, moi, je trouve que vous avez vu, les gens s'indignent, ils veulent fêter ça, mais quand il s'agit de développer l'Afrique, il n'y a plus personne. Voilà, il n'y a plus personne. Et on peut être qu'unis entre nous. Et c'est pour ça que la diaspora, par exemple, on parle de diaspora et les locaux. Mais souvent, je dis, mais on est les mêmes. On est les mêmes. Lorsqu'une personne va me dire, va m'interpeller, oui, mais toi, tu connais pas la réalité du Sénégal parce que tu n'es pas de là-bas. Ouais, les CNF voilà, et les autres. Voilà, les CNF, comme les Bokandé à l'époque. Ouais, voilà. Donc, tu connais pas les réalités du pays. Moi, je sais, ils les appelaient les CNF. Ils disaient, quand ils venaient jouer au foot, c'était les CNF. CNF, les Sénégalais de France. Les CNF, les Sénégalais de France. Et chaque fois, on essaye de nous mettre un clivage alors que nous sommes un même peuple, un même pays. Et si on arrêtait juste d'avoir ce type de discours, de clivage, nous sommes ensemble et nous travaillons ensemble. C'est ce que je dis souvent dans une conférence. Et c'était dans une conférence pour les Français en plus. Je disais, moi je suis fier d'être sénégalais, de vous inviter au Sénégal, de vous inviter en Casamance, etc. Et c'est parce que je fais partie de l'Afrique que je suis encore chez moi partout en Afrique, que ça soit, j'avais donné même l'exemple de l'Algérie, que ce soit le Congo, que ce soit l'Afrique du Sud, je serai africain et je suis fier d'être de chez moi. Et le fait d'être fier de vous le dire, c'est pas pour vous dire je suis mieux que vous, mais venez découvrir mon continent, mon pays, etc. Et vous aussi de même, faites-moi découvrir. Et c'est lorsqu'on se découvre l'un et l'autre qu'on va tisser des liens et qu'on va se découvrir. Le racisme, parfois, ça vient de là. On ne connaît pas l'autre. Donc, on est dans un... Avant, il y avait la confiance. Maintenant, on est dans une sorte de méfiance à chaque fois. Donc, dès que quelqu'un vient de l'extérieur, c'est le bouc émissaire, c'est le danger. Et pourtant, ce qui est curieux, c'est que dès qu'on commence à découvrir l'autre, on se dit, mais moi, je ne pensais pas que c'était comme ça. Et parfois même, c'est nous-mêmes qui sommes... lorsque
C'est avec les Le Pen qu'on entend ça. Lorsqu'on dit ah, mon meilleur ami, je ne suis pas raciste parce que mon meilleur ami C'est honteux. c'est- Ça veut rien dire du tout. Mais le pire, c'est que la personne qui est là, de couleur ou. Il y avait même- Elle justifie le racisme de l'autre. Elle dit Elle oui, c'est justifie- vrai, les gentils. oui. Mais là, on ne te demande pas c'est gentil, on te demande s'il aime tout le monde. Voilà. Et que la personne ne s'offusque pas en se disant oui, oui, il a peut-être raison. Le fait de juste s'offusquer en disant attention, parce que là, ce que tu dis, ça peut créer la haine. Ben oui. Tu dis stop. Et à chaque fois qu'il y aura des stops, ça permettrait aux gens de diminuer non seulement ce racisme, mais et puis on est mieux quand on est épanoui. On est mieux oui. quand il n'y a pas de guerre. Et les guerres, souvent, ça peut venir de ça. C'est de une la- division. C'est la division. Sur ce que tu disais, Baba, c'est qu'il y a Jean-Marie Djibaou, en Nouvelle-Calédonie, qui avait donné un truc, qui avait dit « Moi, je peux partager avec vous votre part d'universel. Est-ce que vous pouvez la partager avec moi ?» Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est curieux, c'est que c'est dans le langage. Hein. Quand on dit aux autres, ils vont vous dire oui, mais c'est pas pareil. Et quand on leur dit mais pourquoi c'est pas pareil, la personne réfléchit et se dit ah mais peut-être qu'elle n'a pas tort cette personne. Et il faut forcer. C'est pour ça qu'on n'est pas dans une victimisation, mais de faire comprendre qu'on est tous citoyens du monde et qu'on a cette. Et c'est pour ça que je dis même aux Francs ou ceux qui ont les doubles nationalités, soyez fiers de votre environnement, soyez fiers de toutes vos identités. Et si vous êtes français, soyez fiers d'être français, autant aussi fiers que vous êtes aussi d'origine telle. Et C'est nos racines. c'est le racisme, c'est l'environnement. Appropriez-vous votre environnement. Votre quartier, appropriez-vous votre quartier. Par exemple, les jeunes, la dernière fois, j'avais fait une conférence pour des jeunes des quartiers. Et quand je leur parlais de allez, quelles sont vos origines et tout ça, ils étaient tous fiers de leur origine des parents. Et quand on dit, mais vous n'êtes pas fiers d'être français? Non. Quand la France a gagné la Coupe du Monde, non, pas du tout. Et eux, le fait de ne pas être fiers d'être français, j'ai plus l'impression que c'est une revendication en fait. Plus que le fait Dans le rejet, quoi. Voilà, d'être dans le rejet. Mais parce que quand on ne s'assume pas tel qu'on est, on a du mal à se mettre, à se projeter ailleurs. Parce que quelqu'un qui est bien, comme tu disais Baba dans tes conférences, quelqu'un qui est bien avec ses racines, Ouais, un arbre qui a des racines solides, ses branches peuvent s'épanouir ailleurs, peuvent se développer. absolument. Donc peut-être que c'est parce que justement on leur a dénié le droit, cette société leur a dénié au nom d'une pseudo-intégration, parce qu'ils s'intègrent à quoi? Ils sont nés ici, ils vont s'intégrer à quoi? Au nom d'une injonction intégratrice, on leur a dénié leur identité, l'identité de leurs parents. C'est comme si il y a un rejet. Qui peut rejeter ses parents? Et puis c'est triste. Par exemple, si je prends le cas de l'Angleterre, par exemple, eux aussi c'était un grand pays colonisateur. Mais eux, que ça soit, eux, ils n'ont jamais mis de côté ou effacé l'histoire sombre de leur colonisation. Ce qui fait que que ce soit les Indiens, que ce soit les Pakistanais éventuellement, ils acceptent parce qu'on reconnaît leur histoire. Par exemple, les personnes sur l'Algérie en 1960, il y a eu 62, où il y a eu une manifestation sur Paris. Ah, 17 octobre 61. 17 octobre 61. Moi, Ils ont jeté dans la Seine. Je l'ai su. Pourtant, j'ai fait l'école ici, j'ai fait une partie du lycée ici et là. Mais j'ai su ça qu'à travers un film ou un reportage. Et je me suis dit, mais pourquoi le camp Thiaroye, par exemple, au Sénégal, camp Thiaroye, c'était les tirailleurs sénégalais qui avaient réclamé leur solde. Leur solde, d'être payé comme tout le monde, c'est leur solde, et c'était leur retraite aussi, et tout ça, après il y a eu ça. Et on les a massacrés. Ça a été caché très longtemps. Et forcément, ça nourrit de la haine à partir de... Bon, on ne va pas dire de la haine, mais ça nourrit un sentiment de défi et que les Français ne vont pas comprendre, en fait. C'est parce qu'ils ne veulent pas reconnaître cette histoire, alors qu'il faut autant reconnaître cette identité et qu'on est dans un... La France, par exemple, est un pays pluriel, est un pays où il y a la diversité, donc un pays laïque aussi. Donc autant respecter chacun dans ses coutumes et ça ira beaucoup mieux. Et même pour les jeunes de la troisième génération, on va dire, ou seconde génération. Même quatrième maintenant. Quatrième. Mais écoutez-les. Donnez-leur les mêmes chances que les autres. Et après, c'est ça que je ne comprends pas parce que en donnant les mêmes chances à tout le monde, c'est le marché qui va autoréguler ça. Mais commencer à mettre des barrières parce que vous venez de tel quartier ou de tel, je veux dire, c'est ridicule. Et vous créez je ne vais pas dire des monstres ou des choses comme ça, mais vous créez de l'amertume
Et après, Et de soyez la pas- frustration. Et voilà, la frustration. Et ça, c'est terrible pour quand on veut se construire. Et surtout que des jeunes, il faut jamais, jamais étouffer la créativité ou l'imagination d'un jeune. Parce qu'on ne sait pas où ça peut le mener dans ses rêves et tout ça. Et je pense qu'il faut juste accompagner. Et même les jeunes, il faut juste les écouter. Moi, je suis allé dans des quartiers et il y en a qui me disaient « Waouh, mais c'est la première fois qu'ils vous écoutent comme ça ». Et moi, j'aurais dit, en fait, c'est pas eux qui m'écoutaient, mais moi, j'étais en train de les écouter et je traduisais juste ce qu'ils étaient en train de me dire. Et la plupart me disaient « Oui, moi, je voudrais faire ça, mais si vous pensez que c'est possible, mais fais-le. Fais-le. » Et après, je préfère même que tu abandonnes en le faisant, en disant ouais, finalement, j'aime plus, que quelqu'un où on connaît les conseillers d'orientation qui envoyaient des gens en BEP ou qui vous donnaient des orientations que vous ne voulez pas parce qu'eux, ils estimaient que c'est la meilleure solution pour vous, alors que parfois, vous avez d'autres rêves, d'autres ambitions, mais qu'on vous l'empoche parce que au nom de la protection, ils vont vous protéger en disant c'est mieux pour vous cette section, alors qu'un jeune peut être créatif, inventif partout, juste l'écouter et le laisser continuer. Baba, en tous les cas, merci, parce que c'est à sa fin, on s'écouterait encore longtemps. Ah, et donc, Baba, en tous les cas, merci d'être venu. Merci beaucoup. Et on a retenu le message d'avoir confiance en soi, la créativité, de se bouger, le respect, parce que c'est important, et de croire en ses rêves et d'aller jusqu'au bout, d'essayer. On peut et que l'échec c'est pas un problème en soi. Il faut en tirer les enseignements et avancer. Oui, et puis j'ai juste une dernière phrase que je dis souvent. Nous sommes tous de passage sur cette terre-là, tous. Et au lieu de, on n'a pas deux vies, on n'a qu'une seule vie. Donc autant marquer votre passage par une trace indélébile. Et le souhait que je vais formuler à tous qui m'écoutent, à tous vos téléspectateurs, c'est de vous dire, lorsque votre petit enfant, on va mettre juste un cadre qui est dans sa chambre et avec ses amis et qui regarde, on leur dit hey, votre grand-père, votre grand-mère, c'était qui? Qu'il montre de manière fière sur YouTube en disant ça c'était mon grand-père, ça c'était ma grand-mère. Au moins la personne aura laissé un héritage, une trace ici. Et c'est le souhait le souhait que je vous formule pour que, avant de quitter ce monde, que vous laissez au moins une trace pour que vos petits-enfants ou vos enfants puissent continuer votre trace, votre héritage. Voilà. En tous les cas, merci Baba. Merci. C'est un bon message, c'est que c'est comme l'Afrique, il vaut mieux laisser, quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, et donc il faut laisser de son histoire. Absolument. En tous les cas, merci pour cette philosophie. Donc il n'y a rien à rajouter, tout est dit. Donc moi, en tous les cas, je vous souhaite un bon ftour, Saraf Torkoum, pour ceux qui vont rompre le jeûne, parce qu'il est un peu plus de 21h35, on a un peu dépassé, mais c'était tellement intéressant avec Baba. En tous les cas, nous, on se retrouve lundi prochain avec un nouvel invité. Baba, merci, bonsoir, merci et à très vite alors. Merci beaucoup, franchement, merci.